Ok, bonjour à tous et toutes. Bon, on démarre avec un petit retard, un retard assez sérieux, mais on pourra peut-être pas le rattraper parce que nous sommes 6 à parler, ça va être tout à fait délicat. Mais donc, je crois qu'on va embrayer sur ce qui a été dit par les conférenciers précédents, par Laurent Castagnette, qui nous a apporté une vision assez rafraîchissante du sujet, et après laquelle, à cette table ronde, nous allons paraître plutôt cornucopiens. Moi, c'est le reproche qu'on me fait de temps en temps, qu'on me croit cornucopien. Bon, je pense que vous savez ce que c'est, et la traduction anglaise existe. Et nous sommes dans le groupe dont je m'occupe dans l'académie, dans les niveaux d'ingénieurs, je dirais de 1 à jusqu'à 4 en réalité. Oui, vous ne le croirez peut-être pas, mais jusqu'à 4. Bon, il y a 2 ans environ, j'ai créé à l'académie cette commission énergie-environnement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis un petit peu énervé contre les contre-vérités et les mensonges effrontés qu'on pouvait entendre dans la presse, la société civile et tout un tas d'autres organisations. Mensonges sur l'aviation, et on lui fait porter tous les chapeaux possibles et imaginables, et donc on a démarré là-dessus. Alors on a démarré là-dessus avec une impression un petit peu de mission impossible, mais j'ai vu dans ma carrière technique et scientifique tellement de choses impossibles se réaliser que je suis parmi les optimistes, mais en même temps pessimiste, parce qu'on se demande vraiment si on va y arriver. Donc, passez-moi s'il vous plaît la seule diapo que je présenterai. Voilà, oui, c'est un peu simpliste. Ce que nous avons fait depuis 2 ans nous montre que le problème est d'une immense complexité. Et donc, à la hache, vraiment, j'ai extrait quelques points qui me paraissent fondamentaux. Les voies de progrès qui sont en bleu à gauche, et le résultat qu'on espère en vert à droite. Et au milieu, le point important, c'est le point le plus important, qui est un obstacle qui a été souligné il y a quelques minutes déjà, c'est le besoin en énergie renouvelable, et ça dépasse largement la question de l'aviation. On ne s'en rendait pas trop compte il y a 2 ans quand on a commencé le travail, mais maintenant qu'on est plongé dedans, on se rend compte d'aspects dont on ne parle pas encore tellement aujourd'hui, qui sont par exemple le retour énergétique, le taux de retour énergétique lorsqu'on construit des éoliennes, des panneaux solaires et tous ces machins-là, qui doit être, disent les économistes, de 14, c'est-à-dire que pour 1 litre de pétrole, vous en récupérez 100 au but de pétrole. Bon, aujourd'hui, beaucoup d'énergies nouvelles sont avec des taux de retour qui sont entre moins de 1 pour certains biocarburants et 4 ou 5 peut-être pour les panneaux solaires, et puis une quinzaine pour les éoliennes, et beaucoup plus pour l'hydroélectrique, et une quantité assez importante, semble-t-il, pour le nucléaire. Mais pour tenir un niveau que recommandent les économistes, qui est de 10 ou 14, on n'est pas très bien placé aujourd'hui, donc nous sommes moyennement optimistes de ce côté-là. Bon, maintenant, présentation donc des intervenants à la table ronde. Donc, je crois que, vu le temps qu'on a, je vais laisser se présenter. Alors, on va par ordre alphabétique, on va parler comme ça, et chacun se présente très succinctement et donne les quelques statements, les quelques points qu'il veut développer, avec 5 minutes chacun, grosso modo. Donc, on démarre par François. Oui. Merci beaucoup Xavier. Très rapidement, je suis François Rabot, je suis directeur industrie de défense à la Commission européenne, à la direction générale défense et espace. Et en fait, je suis un peu contre-intuitivement invité à ce panel, dans la mesure où nous avons une compétence, je dirais, pas résiduelle, mais qui est souvent peu connue, qui est l'industrie aéronautique à la Commission. Et à ce titre-là, je voulais partager avec vous aujourd'hui l'existence qui me paraît parfois méconnue d'une alliance que nous avons lancée en sus de l'alliance SAF, que vous connaissez probablement très bien et qui est pilotée par la direction du transport, la direction générale du transport. Nous avons lancé une alliance sur la décarbonation de l'aviation
à travers l'Alliance pour l'aviation zéro émission, qui a été lancée à l'initiative de Thierry Breton en juin 2022 à Lila, Berlin, il y a déjà eu 2 assemblées générales. Et cette alliance, en fait, est partie du constat qu'il y a un besoin urgent, évidemment, de décarboner l'aviation, et tout le monde en convient. Il faut absolument pousser les feux évidemment de la recherche, et on sait là aussi qu'il y a des efforts considérables qui sont poursuivis par les acteurs Airbus, Safran, etc., de l'ensemble de l'industrie aéronautique, mais aussi évidemment par la Commission européenne à travers l'entreprise commune, donc Clean Aviation. Et que, en gros, nous avons voulu postuler que les technologies sont en train d'arriver, et peut-être même plus rapidement qu'on le croit. On vise ici, dans le cadre de l'Alliance pour l'aviation zéro émission, essentiellement les technologies hydrogène et électrique, combustion ou batterie, etc. Et l'idée, c'est de dire, on postule que la technologie arrive et il faut que l'Europe soit le first mover, pour parler le bon français, et que donc on arrive à mettre absolument toutes les parties prenantes autour de la table dès aujourd'hui pour faire en sorte que quand la technologie sera là, elle puisse immédiatement être un succès commercial et que l'ensemble des acteurs puissent en tirer les bénéfices. Et donc, c'est la contribution qu'entend faire cette alliance. Nous avons aujourd'hui une membership de plus de 150 organisations. Donc, on a l'ensemble des acteurs, donc les avionneurs évidemment, les motoristes, les généticiens, les aéroports, les aérodromes, les compagnies aériennes, bien évidemment, les service providers. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce débat le plus collectif possible, le plus complet possible, pour établir non seulement une vision sur la base de scénarios à laquelle on est en train l'ensemble des parties prenantes sont en train de travailler pour essayer d'établir des scénarios les plus consensuels possibles, une vision et surtout, c'est le plus important, une feuille de route de mesures et de recommandations qui pourront être émises et sur lesquelles devront travailler l'ensemble des parties prenantes et notamment évidemment les autorités publiques, les régulateurs. Donc pour faire très très court, voilà, j'ai simplement 7 slides qui montrent ce qui est en train de se passer actuellement. On a 6 groupes de travail qui travaillent extrêmement intensément, plus d'une centaine de réunions a déjà eu lieu. 6 groupes de travail, donc un sur les scénarios que préside Airbus, qui est un acteur extrêmement important évidemment de l'Alliance, et Airbus est aussi coprésidente de l'Alliance. Donc quels sont les scénarios? Est-ce qu'on peut établir des scénarios consensuels, optimistes, moins optimistes? Un groupe sur l'énergie, comment est-ce qu'on va résoudre ce dilemme du besoin en énergie décarbonée, évidemment totalement décarbonée. Les enjeux pour les aéroports, groupe de travail 3. La question de toutes les questions réglementaires, donc évidemment certification, sécurité aérienne, etc. Et puis, 5e groupe de travail, qu'est-ce qu'implique donc l'entrée de ces nouveaux avions dans la gestion du réseau? Ça, c'est un groupe de travail qui est présidé par Eurocontrol. Et puis, un dernier groupe extrêmement important sur les incentives, si en bon français, quelles sont les incitations qu'on doit mettre en place à tous les niveaux vis-à-vis de toutes les parties prenantes pour véritablement encourager donc le développement de ces technologies totalement décarbonées. Voilà, je m'arrête là et évidemment, je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Bonjour, donc je suis Jérôme Dubouchet de l'ONG Transport et Environnement. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je voudrais, donc en 2 mots, l'ONG Transport et Environnement, c'est une ONG environnementale basée à Bruxelles depuis plus de 30 ans qui travaille sur la décarbonation des différents moyens de transport. Et nous avons des bureaux maintenant nationaux dans différents États membres et notamment en France, à Paris. Je voudrais revenir un peu sur les enjeux vraiment énergétiques et notamment sur tout ce qui est en lien avec les carburants d'aviation durable. Et pour ça, aborder 3 points. 1, faire un peu un constat sur quels sont vraiment ces défis énergétiques. Deuxièmement, évoquer avec vous quelles sont les solutions, les leviers qu'on doit actionner. Et troisièmement, faire un petit focus sur plus concrètement les enjeux de la filière de carburants de synthèse en France. Donc tout d'abord, les constats. Ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, mais j'y reviens et peut-être apporte quelques détails sur le fait que la décarbonation du secteur de l'aviation est le principal défi, c'est le défi énergétique. On va passer d'une logique d'extraction de carburants fossiles à une logique de production d'énergie renouvelable. Et donc c'est là où est vraiment le défi. On peut avoir tous les plus beaux avions au monde, si on n'a pas les capacités de produire cette énergie renouvelable, alors la décarbonation reste un vœu pieux. Et donc ce défi énergétique, je le découperai en 3 morceaux. Donc, le premier enjeu, c'est vraiment la capacité de production.
Et pour passer vraiment des principes et des idées à la réalité, je voudrais rappeler quelques ordres de grandeur. En France, si on s'en tient à la feuille de route qui a été élaborée par le secteur lui-même, en 2050, si on additionne les besoins pour les vols internationaux et domestiques, on aurait besoin de 153 TWh selon le scénario accélération. 153 TWh, c'est environ la production annuelle de 12 EPR. Voilà, donc c'est... Et je parle en EPR parce qu'on est en France et qu'on peut se représenter mentalement, mais on peut, voilà, si je donnais les kilomètres carrés de champs offshore, peut-être ça n'évoquerait pas grand-chose, mais 12 EPR, là où le gouvernement, jusqu'à présent, a annoncé plutôt la création de 6 EPR pour tous les besoins de l'économie et pour remplacer les réacteurs qui vont devoir fermer. Donc on voit bien la différence, le contraste entre ce qui est prévu pour toute l'économie et ce qui serait nécessaire seulement pour l'aviation. J'ajoute que c'est un enjeu qui est très récent. En fait, dans les bilans prévisionnels de RTE, à 2050, ceux qui ont été publiés il y a quelques années, ce n'était même pas pris en compte. Ce qui était pris en compte, c'était seulement la production d'hydrogène pour l'avion hydrogène, qui est une partie assez marginale des besoins énergétiques si on prend en compte tous les carburants d'aviation durable. Donc la première partie, c'est la capacité de production. Ça, c'est vraiment énorme, c'est l'enjeu principal. Il y a aussi ce qui est lié un peu à un enjeu de priorisation d'usage. Aujourd'hui, toute l'économie, tous les secteurs industriels, la sidérurgie, la chaleur industrielle, le chauffage, le transport routier, tous ces secteurs-là souhaitent se décarboner et vont avoir besoin d'électricité renouvelable. Et donc, ça amène à un débat peut-être démocratique ou peut-être d'autres manières, mais il va y avoir un enjeu de priorisation d'usage. À quoi on alloue cette énergie renouvelable? Aujourd'hui, dans les bruits de couloir, on entend que le gouvernement est plutôt favorable à dédier cette énergie renouvelable aux industries existantes, plutôt que de créer toute pièce un nouveau secteur de carburant qui présente des risques. Mais j'y reviens. Donc, deuxième enjeu de priorisation d'usage. Et troisième enjeu, c'est l'enjeu industriel. C'est-à-dire que dans un temps record, il faudrait créer de toutes pièces une filière de création, de production de carburant d'aviation durable, ce qui représente également un défi en termes de ressources humaines, d'investissement, c'est ce qui a été dit. Voilà. Une fois que ce constat est posé, je voulais aborder qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et j'abonde dans ce qui a été dit, dans la nécessité vraiment d'actionner tous les leviers en parallèle. Et j'ai bien dit tous les leviers en parallèle. Donc ça concerne tous les acteurs, les avionneurs qui doivent construire des avions avec les motoristes plus efficaces, les aéroports qui doivent mettre en place des infrastructures pour accueillir l'approvisionnement en hydrogène, etc. Mais également la puissance publique qui doit remettre un peu de régulation pour que ce problème énergétique ne soit pas impossible. Parce que, vu la taille du problème, j'évoquais les chiffres de 12 EPR à horizon 2050, si on ne maîtrise pas la quantité d'énergie dont le secteur a besoin, ça va devenir impossible. Et donc, c'est pas un souhait de... Et là, je pense que c'est vraiment... Je sais que c'est un enjeu qui est assez conflictuel, polarisant. Il s'agit de vraiment essayer d'avoir une approche très nuancée. Il ne s'agit pas de tuer l'aviation, de dire on ne veut plus d'avions. Dire avoir une quantité d'avions et de vols qui permettent de produire suffisamment de carburant d'aviation durable. Et ça, je pense que c'est une logique de pensée qui est assez pragmatique et qui permet d'envisager les choses de manière nuancée. Concrètement, récemment, là, en début de semaine, l'administration a publié la nouvelle modélisation de la stratégie nationale bas carbone, dans laquelle il y a une section dédiée à l'aviation, et leurs prévisions table sur une baisse de trafic de 60% pour les domestiques et de plus 17% pour l'international à horizon 2050. Ce qui n'est pas la même chose que le fait de doubler le trafic, comme il est prévu par certains acteurs industriels. Voilà, je pense que ce travail de l'administration donne un cadre intéressant. Et maintenant, tout l'enjeu est de savoir comment on peut arriver à cette maîtrise de la demande. Et ça peut être le fruit d'un débat démocratique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, voilà, tous les curseurs au MAC, le curseur de la demande, mais également les curseurs technologiques, donc avec tout le secteur aérien, et comme l'a évoqué la personne de Safran à l'instant. Donc je n'y reviens pas, mais voilà,
kilowattheure compte. Et je voudrais juste apporter un élément complémentaire de dire chaque kilowattheure compte, donc il faudra les gérer au mieux. Et donc, quand les avions à propulsion électrique seront disponibles pour les vols court courrier, il faudra vraiment privilégier cette solution par rapport au SAF, qui est beaucoup plus gourmand en énergie par kilomètre parcouru. Donc, il faut vraiment mettre en place cette hiérarchie d'usage des technologies. Et enfin, comme il a été rappelé, là, le secteur aérien se trouve dans une situation de dépendance par rapport au secteur des énergéticiens qui, eux, ont les clés aujourd'hui de produire ou non cette énergie renouvelable. Et donc, c'est important de garder ça en tête, de dire que le secteur aérien, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas les clés pour réaliser les promesses qu'il fait. Et donc, il y a peut-être des choses à mettre en place, notamment des partenariats, un investissement plus fort du secteur vers les enjeux énergétiques. Voilà, c'était mon deuxième point sur le fait de la nécessité de mettre tous les curseurs au max. Et mon dernier point sur un peu vraiment les enjeux plus particuliers de la filière e-kérosène. Ça fait, voilà, ces dernières années, on a entendu beaucoup parler des biocarburants parce que c'est ce qui est disponible aujourd'hui. Parmi les 1% de SAF qui sont incorporés dans l'ensemble du carburant en France, à peu près 95%, c'est fait à partir de la technologie EFA, donc à partir d'huile de cuisson usagée, de graisse animale. Et donc, forcément, c'est ce dont on parle. Mais si on réfléchit à long terme, on a vraiment besoin de prendre conscience que ces biocarburants, que ce soit avec la technologie EFA ou les biocarburants avancés, avec les technologies Fischer-Tropsch qui permettent d'utiliser des résidus d'origine agricole notamment et forestier. Ce gisement est vraiment limité. On a sorti un rapport il y a quelques temps qui estime que à l'échelle européenne, ça équivaudrait à peu près 11% de la demande. Donc à partir de ce constat-là, on a vraiment besoin de prendre la décision aujourd'hui, qui est un peu douloureuse financièrement en termes de risque, mais de se lancer pleinement dans la production, dans le lancement de la filière de carburant de synthèse. Et on a besoin de le faire en France parce qu'aujourd'hui, enfin je dis pourquoi c'est important qu'on lance en France, parce qu'aujourd'hui on a un peu l'impression de dire ça fait des années, ça fait des décennies qu'on importe notre carburant, donc on pourra continuer à le faire. Sauf que les enjeux de production d'énergie renouvelable ne sont pas les mêmes que ceux d'extraction d'énergie fossile. Et on sortira un rapport là mi-janvier qui analyse un peu la disponibilité à horizon 2030 d'importation d'hydrogène et de dérivés, et on voit qu'elle est très limitée et que les pays qu'on vise, le Chili, le Maroc, Oman, tout ça sont des pays qui n'ont pas encore vraiment, enfin, qui ont des projets d'exportation, mais quand on les compare aux besoins de l'Union européenne, ça ne correspond pas du tout. Donc il y a un vrai besoin de prendre acte de ça et de dire si on veut vraiment réaliser nos objectifs de décarbonation à horizon 2050, il faut qu'on lance aujourd'hui les investissements pour lancer la filière de carburant de synthèse. Juste, j'évoque quelques enjeux autour de ce lancement de filière. Aujourd'hui, c'est un carburant qui coûte beaucoup plus cher que les biocarburants, et c'est a priori pour ça qu'il y a encore peu d'allants, même s'il y a des projets très, très sérieux qui sont sur la table, mais il n'y a encore aucune décision finale d'investissement, de projets qui sont réellement lancés. Et donc, il y a besoin de mettre en place un cadre réglementaire favorable pour dérisquer cette technologie. Voilà. Peut-être juste, je voudrais finir parce que c'est important sur les enjeux d'importation, parce qu'on compte beaucoup là-dessus, mais donc les projets ne sont pas forcément, équivalents à ce dont on a besoin en Union européenne et ce qu'on prévoit d'importer. Mais il faut aussi avoir conscience que dans les pays, notamment au Maroc, à Oman, au Chili, il y a des enjeux de stress hydrique et que pour fabriquer ces carburants de synthèse, il y aura besoin d'eau et que les unités de désalinisation comportent aussi des limites. Donc il y a des enjeux de stress hydrique, d'utilisation des terres, que ce soit pour l'impact sur la biodiversité, pour les projets en Namibie par exemple, où il y a des parcs naturels. Et enfin, il y a un dernier enjeu qui est un peu plus peut-être abstrait, mais néanmoins important, qui est celui du concept de néocolonialisme, de dire quelle est la justice d'aller
utiliser les ressources énergétiques de pays qui n'ont pas le même stade de développement que nous et qui auraient peut-être aussi besoin de cette ressource énergétique pour eux-mêmes, pour décarboner leur propre réseau électrique. Voilà, donc en conclusion, je voudrais dire, la décarbonation du secteur de l'aviation, c'est un défi énergétique avant tout, qui n'est pas dans ses propres mains, mais qui nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs et d'avoir une approche de l'ensemble des acteurs et des curseurs, et notamment celui de la maîtrise de la demande, et qui nécessite de s'engager pleinement aujourd'hui en France dans le lancement de la filière e-kérosène. Voilà. Si c'est dans l'ordre alphabétique, c'est pas moi, mais je vais prendre la parole, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Laurent Joly, je pense qu'on m'entend bien. Je suis professeur à l'ISAE Super-Héros, donc j'enseigne à des futurs ingénieurs de tous les niveaux. Et je suis mandaté depuis 2 ans et demi pour faire fonctionner un institut de recherche interdisciplinaire pour l'aviation durable. Donc les industriels du secteur se montent en alliance, se mettent ensemble pour définir des stratégies collectives. Les scientifiques aussi. Les scientifiques se saisissent de cette question. Moi, ma spécialité, c'est l'aérodynamique. J'enseigne et j'ai enseigné ça pendant longtemps. Donc, ma spécialité, c'est celle de l'efficacité aérodynamique, de l'efficacité énergétique de l'aéronef. À elle seule, cette discipline ne suffit pas à courir le défi systémique global que nous avons devant nous. Et donc, dans l'Institut pour l'aviation durable que nous pilotons depuis Super-Héros, on a rassemblé des disciplines variées. On a un consortium qui est équilibré entre les sciences humaines et sociales et les sciences dures ou exactes ou de l'ingénierie. Dans les sciences humaines et sociales, on a évidemment convoqué des économistes et aussi des juristes et également des sociologues. Et ces questions-là il nous paraît que ces questions-là sont majeures parce qu'on a effectivement un défi systémique, on a un problème complexe dans lequel la solution ne peut pas être uniquement technologique, parce que c'est la question qui est posée par la table ronde et la journée dans son ensemble. La question de l'innovation technologique seule, ou la poussée d'une innovation technologique sur les marchés, n'est pas le seul paramètre. Sur ce point en particulier, déjà, la question se pose de la vitesse de déploiement de cette innovation. Il faut la produire, c'est très difficile. Mais dans le passé, on a fait des prouesses, on peut faire des prouesses dans le futur. Mais la question, c'est la question de la diffusion de cette innovation dans les flottes, ou dans les techniques, ou les dispositifs technologiques d'opération des flottes. C'est une question majeure, hein, cette vitesse de déploiement, puisque c'est la trajectoire qui compte pour la consommation d'un budget multidimensionnel. Et l'intégrale de cette courbe de trajectoire de décarbonation dépend évidemment de la forme de la courbe. C'est des maths basiques. Et la forme de la courbe dépend de la vitesse à laquelle les choses changent. Donc il y a une course de vitesse sur cette question de déploiement de l'innovation. Et il y a une course de vitesse pour l'ensemble de l'écosystème. Et pour la science qui est à l'amont. Ce qui fait que les membres du consortium de l'Institut pour l'aviation durable qui sont sur les questions technologiques vont continuer à s'animer, à déployer une énorme énergie pour faire la science à l'amont de l'innovation technologique. Mais dans l'Institut, ce qu'on regarde, c'est l'aspect systémique, c'est l'aspect global, c'est l'interaction entre les différentes facettes de la question. Après, il y a la question de comment le système évolue et de comment la consommation de mobilité aérienne évolue. En fait, aujourd'hui, le système industriel et l'écosystème aviation courent derrière une demande qui galope devant. Elle a repris, il y a eu un gros désir de mobilité post-Covid. Et finalement, aujourd'hui, on est plutôt dans une économie de poursuite ou de retard vis-à-vis de la demande, d'une offre qui cherche à rattraper la demande. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les modèles économiques des acteurs. Ça l'est un petit peu moins tant qu'on n'a pas opéré les changements sur les émissions. Et donc, s'il y a une innovation technologique qui est importante, c'est celle qui se déploie le plus vite possible. Et puis, c'est une innovation technologique de découplage entre les impacts et le volume de trafic. Sinon, la société va demander à maîtriser la demande, elle va
décider de prendre un certain nombre de décisions qui vont chercher à contenir la demande. Et ça, c'est évidemment pas ce que le secteur souhaite voir arriver. Donc il y a une course de vitesse entre le secteur qui cherche à répondre à une demande croissante, entre la société qui, à un moment donné, va peut-être commencer à définir, à concevoir des nouvelles règles du jeu, des nouvelles règles de consommation de ces mobilités, pour la partie de ces mobilités qui restent sur des émissions incompressibles. C'est l'ensemble de ces jeux d'acteurs et de ces jeux de paramètres et de ces enjeux, à la fois économiques, sociétaux et technologiques, qui est l'objet de l'Institut pour l'aviation durable et sur lequel on a regroupé un certain nombre de compétences scientifiques. Je pourrais prolonger plus tard pour éventuellement illustrer ce que seront ces recherches. Maintenant, je m'adresse à la régie. Est-ce qu'on peut avoir Marianne Marinescu en ligne, en visio? Ça fonctionne, voilà. Alors, Marianne Marinescu est députée européen, donc membre de la commission transport et puis membre de l'Académie d'air et d'espace également. Donc, Marianne, à vous. Yeah, thank you very much for this invitation and for this participation. I consider, is it okay? You can hear me? Yeah, it's okay, yeah. Okay, so I listened very carefully what was said up to now, and especially the first speaker, Mr. Bouvier. I think that he put it on the table a lot of very good things that should be discussed now. It's a little bit late, but is very important. The parallel, the comparison between different systems, I think, is very important. I want to say that first that for me, mobility is not, connectivity is not only necessity, but it's a right of the people. Because it's very important not only for economic area, but it's important for social, from the social point of view of social aspect. So we have to find the ways to decarbonize, but in the same time to keep this mobility and this right. And there are a lot of interventions in this direction this morning, but in the same time, I'm very surprised about the approach of France that has a lot of actions against, in my opinion, aviation. And taking in consideration that France is the manufacturer of, is the main actor in aviation in Europe, I am surprised about this. Even in Single Sky, in the negotiations, France is leading a group of 12 countries going against, and you know that traffic management could reduce also emissions. Now, I think that aviation will be under pressure in the next period, will continue this pressure, because ETS will be, for aviation, will be applied. And there is no correlation between ETS and the targets for alternative fuels. I think that I hope that the tax will not come on kerosene, tax on fuel, but you know that there are discussions and there is a proposal from the Commission. The alternative fuels, which is now the main solution to decarbonize, will be very difficult to be produced, and you know very well it was presented already this in your interventions, because we need a lot of energy, and the price at the beginning will be high. Taxonomy will produce also some problems in this respect. And also propaganda, because you know, the voices that are fighting for decarbonization, but without any connection with the reality, are they are more vocal than the others. So I want to remember you
ask you to remember the propaganda done by Transport and Environment, the NGO, regarding the alternative fuels, about the biofuels, you know, with very nice design, with taking the food from the mouths of the children and put it in the plane. So this will continue, and I think, and of course some other actions of member states, France first, then Italy, then Spain, to switch to rail. It's true that there are some rails in some countries, very few, but in most of the countries there is not rail to switch all the passengers or the freight from road and from aviation. So I think that now industry wake up a little bit because they saw already the impact of all the laws that we agreed in this period. And I think that now it's the moment that industry to say the truth. You know that the president of the commission told us in a speech in the parliament that she will work with Mario Draghi to produce an impact on regarding European competitiveness. This impact assessment should have been done at the beginning, before the Fit for 55 package. But it's good to be done also now, to see what it will be the impact of this package on European industry. And here, industry should have a say there. So I think that now industry should provide information to Draghi. I don't know even if he got the work already or what it will be, how he will work, but I think that it's not time to ask this, it's time to action and to provide all the information to Mr. Draghi to show what does it mean aviation and for the economy and for society. And to show them all the numbers of today, all aircraft are full, people want to fly, but if what I said before will happen, I think that the prices will go high. To decarbonize following the ETS rules and the SAFs would mean to reduce the flights. And I heard also some numbers here in France, 60% on domestic and other things like this. So I think that this is now the time to do something in order to include in the impact assessment the reality. What is the importance of the transport in general and aviation for society and for economy. Thank you. Of course, I'm here for I'm here up to 11:55 because at 12 I have a vote, but I am here for questions and to answer to questions. Thank you. Yeah, thank you, Marianne. You stay with us for the questions later. Yeah. Now I give the microphone to Markus Rapp. Yeah, thanks very much. My name is Markus Rapp. I'm with the German Aerospace Center. I'm heading the Institute for Atmospheric Physics. And our main research focus in the aviation sector is looking at the climate impact of aviation. So we have heard already a lot about the need for decarbonizing the industry. I'd like to point out that there is actually even more to do. So what I would like to make here is 3 points, and I summarize them already at the beginning and then will elaborate one after the other. So point number 1 is it is more than CO2. It is both CO2 and the non-CO2 emissions that make the climate impact of aviation. So that actually amounts to more than double the total effect on climate, yeah? And I will explain the details. Point number 2 is, as bad as this sounds,
there is also a good side to that, and that is because the CO2 emissions and the non-CO2 emissions, they are fundamentally different from a science perspective, and the difference is they have very different lifetimes. CO2 lives for hundreds of years, or what remains in the atmosphere is there for hundreds of years. The non-CO2 emissions are short-lived, days to maybe a few days to hours, yeah, fundamentally different. And because of that, there is a number of mitigation approaches, and nicely to say is there's a number of mitigation approaches that can tackle both CO2 and non-CO2 at the same time. And importantly, it's not only one method that you can use, like switching to SAF. It's a whole range of methods, and that really looks promising. Okay, so point number one, it's more than CO2. So beyond CO2, there is other emissions like water vapor, like nitrogen oxides. There's also soot. And on this soot, when the atmosphere is cold enough, you have all seen the formation of contrails. Yeah, these line-shaped ice clouds. And of course, these are very small, but they can evolve into large spread clouds. Yeah? So for example, when flight traffic over the North Atlantic sets in, there can be outbreaks of large cloud decks, and they can make a big effect actually that contributes to warming. So putting this into numbers, the total radiative effect of all these emissions is on the order of 100 milliwatts per square meters. That doesn't tell you so much, but this is about 3.5% of the total anthropogenic forcing of our climate. 3.5%. Okay, so it's not really big, but it is considerable, and of course we anticipate that traffic is going to grow. Okay, so 3.5%. Out of these 100 milliwatts, it's only 1/3 that is due to CO2. The rest is due to these non-CO2 emissions, and it is really the contrails, to the best of our knowledge, that makes the largest effect, and even larger than CO2. Okay, so more than twice the effect of CO2 in total. So now to this fundamental difference. I already said this. So CO2 is there for a very long time, and that means it accumulates in the atmosphere. That is, of course, the reason why our main attention over all the different sectors is on reducing CO2 and decarbonizing. So that's totally right, yeah? But for the specificity of aviation, it's also these non-CO2 emissions. And as I said before, the good news is they are fundamentally different, they are short-lived. That means if we can avoid them, we have a direct impact on the warming of our atmosphere. If we avoid them, we essentially switch off this large percentage of the climate impact of aviation almost immediately. So this is good news. So how can this be done? It can actually be done by a whole range of methods. SAF is one, and I start with this since this has been mentioned in the beginning by others. SAF, of course, reduces CO2, yeah? If it is biofuel, if it is synthetic fuel that is produced with renewable energies, of course. Yeah? But at the same time, we've been able to show with flight experiments that we can reduce the number of soot particles that are being created. And that is because, I mean, the kerosene that we are producing there has very different chemical properties. Yeah? Without going into details, we can reduce the soot. And the soot is really the key for making the contrails. Yeah? So we can reduce contrail properties by switching to SAF, which is great. Yeah? Hydrogen is also very interesting because there's no soot at all. There will still be contrails, but they will have very different properties to the best of our current estimates with much reduced climate impact. So hydrogen is also a very interesting perspective for both CO2 and non-CO2. And last not least, since both these two options will of course take time to be available, there is one more operational measure, and that is to reroute flights to avoid regions that are very climate sensitive. To give you an example, a contrail can only occur if the atmosphere is cold enough. So if you avoid that cold region by flying a bit lower, flying a bit higher, flying around it, you can avoid the formation of the contrail completely. Yeah? So there's no different technology needed here.
all, of course, this is not trivial, but all we have to do is adapt our flight routing. And taking all these together, I think from a science perspective, we are actually quite optimistic that we can very significantly reduce the climate impact of aviation. And thanks for the moment. Merci à tous. Alors, il est 11h42, donc je crois que j'ai droit à un quart d'heure encore. Oui, Bruno, oui, un quart d'heure, d'accord. Donc, on va peut-être prendre une question ou deux aux conférenciers. Ouais, il y en a une qui m'intrigue du côté de François. Dans le plan hydrogène que j'ai vu sur le site et autres, j'ai l'impression qu'on va vers un nouveau business model de l'aviation en Europe. En fait, si on suit ce que nous a dit François, oui. Alors, je crois qu'il faut insister sur le fait que dans le cadre de l'Alliance, on n'a pas du tout l'intention d'être prescriptif et de définir un business model. Je crois que l'idée véritablement, d'abord, évidemment, au niveau de l'Union européenne et de la Commission européenne, comme il a été dit par l'ensemble des intervenants, il faut absolument actionner tous les leviers possibles, tous les curseurs, il faut les pousser au maximum. Ça, c'est une chose. Et en effet, on agit sur les SAF, on agit sur les mesures market-based measures, et dans le cadre de l'Alliance, on pousse les feux de l'accueil le plus précoce et efficace possible, donc d'une nouvelle technologie qui serait la plus propre possible. Donc il y a déjà un effort qui est poursuivi dans l'Alliance SAF. Donc nous, notre focus exclusif, c'est sur le potentiel de la technologie hydrogène, donc combustion ou autre, et batterie électrique. L'idée, c'est véritablement, je crois qu'il est important aussi de souligner que évidemment que l'aviation relie les personnes et que dans un cadre européen, c'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'il faut préserver. Ça permet en effet de connecter les gens, c'est le business model pour le coup de l'Union européenne depuis le début. Ça permet aussi de connecter des régions qui sont davantage périphériques que d'autres et en effet, il n'y a pas cette empreinte en termes d'infrastructure comme l'a rappelé Antoine Bouvier tout à l'heure. Donc, on a besoin de continuer à connecter les gens. L'aviation peut être un moyen et donc on veut tirer tout le potentiel de l'hydrogène notamment avec tous ses effets vertueux. La technologie, on pense qu'elle va arriver, il y a des tas de défis à relever, mais ce n'est pas notre objet. L'idée, c'est véritablement de favoriser une discussion vraiment de l'ensemble des personnes qui ont un rôle à jouer pour que, de manière le plus consensuelle possible, on puisse définir quelles sont les mesures immédiates à prendre, et encore une fois, à 360 degrés. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'énergie arrive là où elle aura besoin d'être présente, comment est-ce qu'on peut optimiser en effet les trajectoires de ces futurs avions, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les enjeux réglementaires soient pris en compte. Et je finis là-dessus, mais quel est le raisonnement qu'on poursuit? C'est que l'Union européenne, là pour le coup, on lui reproche souvent de trop édicter de normes, etc. On a en revanche ce pouvoir d'influence réglementaire qui est extrêmement fort, et on le voit dans d'autres domaines aujourd'hui sur l'économie numérique, etc. Donc l'idée, c'est de dire, utilisons de manière vertueuse ce pouvoir réglementaire pour faire en sorte que quand la techno sera là, l'Europe sera la première à en tirer les bénéfices économiques et sociétaux. Donc je crois que c'est cette idée, mais on n'est pas prescriptif d'un modèle ou d'un autre, on est relativement agnostique là-dessus. J'aurais une question peut-être à Jérôme également, avant de donner la parole à la salle. C'est en fait, que manque-t-il en France? Alors, nous sommes européens, l'Académie, mais aujourd'hui nous sommes dans une ambiance qui est plutôt franco-française. Que manque-t-il en France pour se lancer sur l'e-kérosène, justement? Merci. Oui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est des questions que je me pose tous les jours et je parle avec les acteurs pour essayer d'identifier quels sont les points bloquants. J'ai l'impression qu'il y a peut-être le manque principal, c'est une vision claire et une volonté politique très forte de lancer la filière. Aujourd'hui, le modèle économique des producteurs de carburants de synthèse repose dans une très grande mesure sur le prix auquel ils achètent l'électricité bas carbone.
Et cet accès à l'électricité bas carbone et compétitive, peu chère, dépend beaucoup d'une volonté politique, de savoir est-ce qu'on met en place des appels d'offres qui le permettent, est-ce qu'on donne, comment on donne l'accès à l'énergie nucléaire. Donc c'est vraiment peut-être avant tout un blocage politique de savoir à quoi on va dédier notre électricité. Il y a d'autres points de blocage qui sont un peu plus micro, qui sont notamment le dérisking financier de ces projets, qui pour l'instant existent à des échelles vraiment pilotes ou démonstrateurs, mais n'ont pas encore été mises en place vraiment à l'échelle industrielle. Et donc là, les investisseurs ne sont pas prêts à prendre le risque d'investir dans ces projets. Et donc il y a besoin de mécanismes de soutien financier qui pourraient être payés notamment par le secteur lui-même, le secteur de l'énergie, mais des mécanismes pour dérisquer ces projets. C'est peut-être les deux éléments que je vois. Je pourrais ajouter que l'un des enjeux, si on se rapporte au niveau de l'Europe, dans ce que nous avons trouvé dans la commission énergie et environnement de l'Académie, c'est que l'ordre de grandeur des importations qu'il faudrait si le litre de carburant nouveau est aux environs de 2 euros en euros d'aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est une petite centaine de milliards d'euros par an d'importation au niveau de l'Union européenne. C'est pas rien, une centaine de milliards. Voilà. Donc, alors, maintenant, nous avons un tout petit peu de temps qui nous reste. Alors, je dois prendre une ou deux questions de la salle, là. Qu'est-ce qui lève le bras le premier? Alors, voyons. Alors, personne ne... Si. Quelqu'un là-haut. Ah non, oui, mais Michel Braffman, il était caché par l'écran, là, je ne le voyais pas. Et là-haut, après. Une question sur l'aspect économique et les débouchés. Les carburants de synthèse, en particulier ceux qui sont issus de filières totalement décarbonées, vont coûter plus cher que les produits pétroliers standards, habituels. Donc on parle de multiples, x2, x3, enfin ça sera également une trajectoire avec l'arrivée à maturité. Et pour avoir l'occasion de discuter très rapidement avec Patrick Pouyanné, que je sollicitais sur cette question pour demander si lui était prêt à engager son groupe sur des capacités de production. Il a eu deux observations importantes. Il a dit d'abord, je ne suis pas sûr que les transporteurs, les compagnies aériennes sont prêtes à payer ce différentiel de prix. Donc, c'est peut-être un cadre réglementaire qui sera nécessaire pour les inciter à le faire. Et d'autre part, il observait qu'en Europe, il y avait très peu d'incitation à agir dans ce domaine et qu'il serait plus probablement encouragé à agir avec le cadre que les États-Unis ont mis en place ces derniers temps pour produire des énergies décarbonées. Et donc en Europe, apparemment, il semble que les acteurs du domaine de l'énergie ne perçoivent pas les signaux positifs dont ils auraient besoin. Je peux peut-être donner quelques éléments de réponse. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Cela étant dit, Total Énergie a décidé d'investir de façon très significative dans les carburants de synthèse avec un certain nombre d'unités de production, en particulier en France. Alors on a deux modèles. Le modèle européen avec un mix. Et aujourd'hui, l'objectif en 2030, c'est 6% de SAF. C'est un objectif qui est limité par rapport à l'objectif 2040-2050, mais qui est, on l'a souligné tout à l'heure, un objectif tout à fait ambitieux. Et le modèle américain, qui est plus un modèle de taxes, de crédit d'impôt, qui apporte aussi un avantage. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux modèles. On peut évidemment être un peu envieux de la façon dont nos concurrents américains sont soutenus, mais on a aussi un très bon support de la Commission, de l'Union européenne, je m'empresse de le dire, avec peut-être un aspect plus
plus réglementaire, mais aussi un aspect plus formel et sur l'ensemble des initiatives qui ont été prises. Donc je ne veux pas faire la comparaison des deux. Si j'ai encore une minute, même pas. Je trouve que dans cette discussion, il y a beaucoup de facteurs d'optimisme. Parce que le DLR fait des études très détaillées sur les chemtrails, sur le NOx, avec l'objectif non pas seulement de comprendre, qui est une première étape, mais ensuite de traiter ces sujets. Donc il y a des potentiels d'amélioration très significatifs. On voit que sur les solutions technologiques CO2, l'industrie est très avancée. Sur les questions d'environnement, de matériaux, on a de gros atouts et on peut conclure finalement cette discussion ce matin avec les différents intervenants que le sujet majeur, c'est l'énergie décarbonée, le volume et l'accès à l'énergie décarbonée. Et cet accès ne pourra être finalement, compte tenu de l'écart important qu'il y aura entre l'offre et la demande, ne pourra être que décidé par des politiques publiques sur l'utilité sociale. Et je pense que l'utilité sociale que nous avons de l'aviation est tout à fait claire. Donc chacun défendra son accès et chacun défendra son droit à continuer à opérer. Si je peux juste compléter la réponse d'Antoine sur l'enjeu pour le tissu industriel français que le gouvernement cherche à protéger, c'est que bien sûr l'accès à l'énergie électrique décarbonée a une incidence sur la capacité de notre industrie à s'engager sur le long terme sur le territoire français, parce que bien sûr cette industrie elle a besoin d'une énergie stabilisée avec des prix définis et surtout un engagement de prix sur le long terme, ce que certains pays offrent déjà et que la France est en train de proposer maintenant, mais un petit peu derrière certains autres pays. Donc c'est un enjeu important pour notre tissu industriel. Oui, merci, oui. Vous savez peut-être que du côté américain, effectivement, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, a un effet considérable de levier sur l'industrie américaine. Ça marche très fort, à tel point, par exemple, qu'on voit Air France investir aux États-Unis sur les carburants durables. C'est quand même assez piquant de voir ça. Bon, oui. Alors maintenant, on pourrait donner la parole à la dame qui est l'attendée, voilà, là-haut. Oui, bonjour à tous, Charlotte Voisin. J'avais une question pour Laurent Joly qui nous a présenté tout à l'heure l'Institut de l'aviation durable. Donc c'était très intéressant de voir votre approche multidisciplinaire et je voulais savoir quelles étaient vos prochaines étapes et vos livrables peut-être à venir. Merci. Est-ce que ça recommence ? Ça a l'air de marcher, merci. Merci beaucoup pour la question, ça va me donner l'occasion de reprendre un peu de temps de parole. Alors, il y a quelque chose de majeur en ce moment qu'on est en train d'assembler dans cet institut de recherche. C'est un outil qui ne va pas surprendre grand monde, c'est un outil de modélisation de l'écosystème. En fait, l'idée, c'est de représenter le réel. Alors, à la fois le réel de Jean Jouzel, mais aussi celui de Patrick Pouyanné, c'est-à-dire le réel de l'industriel, le réel des investisseurs, le réel des mécanismes de marché. On a parlé du marché des carburants, mais il y en a d'autres. Il y a le marché de l'aircraft lui-même. Il y a le marché du billet d'avion. Ces marchés-là vont conditionner les points d'équilibre dans lesquels va la succession de points d'équilibre quasi statiques, on dirait en termes dynamiques, par lesquels on va passer sur la trajectoire qui va se réaliser prochainement. Donc l'étape en cours ici est d'augmenter le périmètre de l'outil qui fonctionne déjà, qui s'appelle Aeromaps, je le vends au passage, qui est en open source, qui va du coup pouvoir être critiqué, infirmé, sur lesquels d'autres scientifiques pourront dire que ici ou là, ils auraient fait mieux. Donc ce caractère open source de l'outil, qui n'est pas le caractère d'un certain nombre d'outils de définition de scénario, c'est majeur selon nous et ça va rendre crédible le contenu de cet outil. Pour être plus concret, typiquement en ce moment, on commence un travail de thèse dont l'objectif est effectivement de représenter la stratégie des acteurs industriels dans la faculté qu'ils ont de pousser sur les marchés l'innovation. L'innovation sous forme de gain d'énergie, d'efficacité énergétique par exemple. On a parlé de ce taux moyen de diffusion d'efficacité énergétique de 1% par an, mais on a aussi dit que ça n'arriverait pas comme ça de façon continue. En fait, il y a des générations qui poussent plutôt des 10% ou des 15% de gains. Est-ce qu'il vaut mieux faire comme ça par palier ou est-ce qu'il faut injecter l'innovation technologique régulièrement ? Le modèle qu'on est en train de construire va permettre de tester
l'effet de ces différentes stratégies d'injection de l'innovation sur les marchés. Ça, c'est un point pour illustrer. Voilà. Merci Laurent. Donc, on va donner la parole pour terminer à Marianne Marinescu. Là, on ne le voit plus sur l'écran. Là. Qu'est-ce qui se passe là? Non? Ah oui, voilà, donc il a dû arrêter. Donc nous avons encore 2 minutes là, puis Bruno va nous mettre dehors d'ici pas longtemps, je sens. Alors, encore peut-être une question ou une intervention de l'un de nous. Ah, ok, monsieur. Merci. Je voulais bien juste compléter par rapport à la question sur la comparaison avec l'IRA américain. Et effectivement, dans l'Union européenne, il y a moins de mécanismes de soutien direct, mais il en existe quand même avec la banque hydrogène où ça sera avec un système de bid des industriels, d'enchères, merci. Et aussi l'Union européenne permet des mécanismes de soutien. Il y a le mécanisme de compensation des coûts indirects en France qui, aujourd'hui, les producteurs de carburants de synthèse, ce n'est pas le problème principal, le problème des coûts, c'est vraiment plus l'accès à l'électricité décarbonée. Merci beaucoup. Donc la table ronde s'arrête là. Merci à tous les participants. Merci à la salle. Voilà. Et on va prendre la main.